Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on va parler des concours en école d'ingé et on va répondre aux questions d'une copine pour l'aider à se préparer au mieux aux épreuves. On voit ça ensemble. Alors, pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nina, qui est élève en deuxième année de prépa en PC en région parisienne, qui s'apprête à passer les concours pour la première fois, et Théo, ingénieur depuis 3 ans, qui vient de l'École nationale des ponts et chaussées, mais qu'on appelle communément les ponts et chaussées, ou même les ponts. Et on va essayer de répondre aux questions de Nina, qui va passer les concours pour la première fois. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Comment ça va? ça va bien et toi? Très bien, toi? Ça va comme un samedi, comme une veille de week-end, j'allais dire. Et voilà. Bah oui, on va essayer, comme je le disais, d'avoir toutes les interrogations de Nina, de la former au mieux, et en tout cas de lui donner nos meilleurs tips, parce que je pense pas qu'elle soit la seule à avoir ou à se poser des questions. Et en plus, t'as de la chance. On est quand même, t'as un ingénieur centralien et un ingénieur des ponts qui viennent te donner les meilleurs tips, sachant qu'il y en a Théo qui a intégré en 3,5 et moi en 5,5. Donc, normalement, avec tout ce qu'on va te donner, t'es ready, t'es blindé. Ah bah super, merci beaucoup pour les conseils. Je vais peut-être quand même poser le contexte à expliquer ce que c'est que les concours, même je pense si Ah oui, vas-y, tout le vas-y. monde sait ce que c'est. Alors pour rappel, donc les concours dans l'école d'ingénieur, c'est des procédures assez réglementaires, très strictes, très, on va dire, demandantes en termes de temps et d'énergie, parce que elles vont permettre de classer les candidats. Alors, il y a différentes voies, soit par la voie prépa, soit par la voie universitaire, ce qu'on appelle AST, enfin pas tout à fait AST, mais via Bac+2, Bac+3, où on passe les épreuves pour différentes banques de concours. Donc ça peut être Centrale, ça peut être les mines, ça peut être Polytechnique, qu'on appelle X, ça peut être CCP, ça peut être les ponts ou mine-ponts. Et concrètement, on va passer une série d'épreuves et à la suite de ça, on obtient un classement qui va permettre, on va dire, nous classer par rapport aux autres élèves. Et à la suite de ça, on va pouvoir mettre ou émettre nos vœux d'admissibilité ou d'admission en fonction des écrits ou bien des oraux, parce que je l'ai peut-être pas dit, mais les concours se séparent en 2 parties. La partie écrite, qui a lieu vers avril-mai, et la partie des oraux, qui a lieu plus dans l'été, entre juin et juillet. Et donc, c'est à chaque fois à peu près 1 semaine par banque de concours et 1 semaine d'écrit, voire aussi 1 semaine d'oral, dépendant des concours. Mais voilà, c'est très demandant en temps, en énergie et en investissement. Et concernant la chronologie, alors dis-moi Théo si je suis pas dingue, mais moi je l'avais classé à peu près en 4 étapes. La première, c'était plus la période de révision qui vient 2 à 3 semaines avant les écrits. Je sais pas si c'était... Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, on a plus les écrits, donc qui durent à 3 semaines à 1 mois, alors dépendant de quelle banque vous choisissez, parce que oui, une banque de concours, c'est à peu près 1 semaine et ça a plus lieu vers avril, mai ou entre mars et mai. Et ensuite, on a l'attente des admissibilités, parce que oui, dès qu'on a les résultats des écrits, on va dire les résultats d'admissibilité, c'est à quelle méthode, c'est-à-dire à quelle école on peut prétendre au mieux. Et ensuite, durant cette période d'admissibilité qui dure à peu près, je crois, 1 mois, s'ensuit les oraux qui durent, ça va être aussi variable parce que ça va dépendre à quelles écoles vous pouvez prétendre et surtout quelle école vous fait passer quels oraux, parce qu'il y a des écoles en 2 jours c'est fait, d'autres il faut 1 semaine. Je sais pas si tu t'en souviens, Théo. Oui, et puis enfin les séries d'oraux sont pas les mêmes aussi. C'est-à-dire que parfois vous pouvez passer fin juillet, parfois vous serez dans les premiers à passer. Ouais, c'est vrai. Il y a même des fois où on peut avoir des trous. Passer première semaine pour une certaine banque de concours, la 2e semaine libre, 3e semaine une autre banque de concours, donc c'est un peu plus galère ça. Alors, on va peut-être commencer par la partie écrite, si tu veux bien Nina. Donc comme je le disais, donc on a la partie écrite. Donc on passe toutes les épreuves scientifiques, je pense que ça on t'a déjà raconté, enfin scientifique, littéraire, toutes les matières que tu as fait en prépa pendant les 2 ans, on t'interroge là-dessus sur chaque banque de concours. Donc à savoir que les copies elles sont anonymisées, donc Oui. et elles sont scannées puis envoyées au correcteur. Et pour avoir
pour être ensuite noté et te donner tes notes et ton classement final. Et donc, principalement, ce qu'on évalue, c'est ton niveau technique, ta rédaction et aussi ta gestion du temps et du stress, parce que je te le dis direct, une épreuve n'est jamais faite ou quasiment jamais faite pour être terminée. C'est rare de pouvoir Ouais. terminer une épreuve. Alors, quand je parle rare, c'est essentiellement pour les épreuves scientifiques. Les français, c'est un peu moins le cas, l'anglais aussi. Non, tout à fait. Français, anglais, c'est peut-être les deux seuls que tu peux terminer, que tu dois terminer. Oui, c'est vrai. Parce que si t'as pas fait ta conclu, oh là là, oh là là. Et du coup, comment vous faites pour être le moins stressé possible avant les épreuves, les écrits? Ben non, mais ça c'est, enfin malheureusement, j'ai pas de méthode particulière à part, mais bon, ça va rejoindre un peu les conseils qu'on avait préparés un peu en amont, c'est-à-dire, je pense faire une pause dans les révisions au moins 24 heures avant, ça aide aussi à faire baisser le niveau de stress. Euh, et après, au-delà de ça, j'imagine que chacun a sa technique, je sais pas, technique de relaxation, penser à autre chose. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de formule magique pour éviter le stress, malheureusement. Je sais pas, Amine, ce que t'en penses. Si toi, t'avais une technique particulière. Alors, moi, les techniques que j'ai, en vrai, le stress, tu vois que le stress que tu as au tout début de la prépa, c'est pas tout à fait le même. Enfin, tu le ressens un peu moins de la même manière, dans le sens où on t'a préparé pendant 2 ans. Bon, c'est quand même des concours qui jouent entre guillemets ton avenir. Vraiment, l'effet déstressant, c'était vraiment de souffler avant l'épreuve, de me mettre dans ma bulle. Vraiment, avant l'épreuve, j'arrivais dans la salle, je me posais, et je parlais plus à personne et je soufflais, je soufflais, je soufflais. Et je me disais, allez, Mmh. c'est vraiment que du mental. Faut y aller, faut continuer, faut se battre jusqu'à la dernière minute. Donc c'est vraiment OK. à chaque fois ce leitmotiv à se répéter et en vrai se dire que t'es pas la seule à stresser. Il y en a d'autres aussi qui stressent. Donc il faut un petit peu relativiser dans le sens où en vrai il y a quand même un enjeu, mais t'es pas la seule à le vivre de cette manière et faut se dire que voilà le stress c'est aussi un peu ton pire ennemi. Mmh. C'est vrai. Et le soir des écrits, comment, qu'est-ce que vous faites? Enfin, est-ce que vous révisez ou vous vous détendez ou vous regardez votre téléphone ou la télé? Je sais pas. Bah, alors moi, mon avis, c'est surtout pas réviser pendant entre les épreuves. Déjà parce que ça changera plus rien. C'est-à-dire que tu sais pas sur enfin, quelle va être la partie du programme sur laquelle tu seras interrogé dans les prochaines épreuves. Et en fait, c'est tellement vaste que quelque part, c'est, à part peut-être te rassurer un peu, tu vas fondamentalement, ça changera pas forcément ta prestation le moment venu. Donc oui, j'aurais tendance à dire, voilà, essayer de se détendre, de se reposer, de garder surtout aussi une très bonne hygiène de vie, c'est-à-dire se coucher tôt, bien s'alimenter, pas perdre le rythme, parce que le but c'est quand même d'arriver reposé aussi. Et quelque part, c'est peut-être encore plus important d'arriver bien reposé plutôt que d'avoir passé 3 heures à réviser le soir jusqu'à tard. À mon avis, voilà, c'est important d'avoir cet équilibre-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vraiment pendant les nuits, ne rien faire. Après les concours, tu rentres chez toi, tu penses plus à rien, tu te détends et en vrai tu peux essayer de un petit peu te préparer psychologiquement à la prochaine épreuve. Alors, le truc que je conseillerais, c'est peut-être pour les épreuves littéraires, anglais, français, euh, réviser peut-être 20 minutes. Par exemple, des petites citations, des petites structures de commentaires. Bon, 20 minutes, ça Mmh. va. Mais pas passer toute sa nuit à réviser des démonstrations, à réviser des théorèmes. C'est vraiment pas productif du tout parce que à la fin, tu vas commencer à psychoter toute seule la nuit. Donc, et en vrai, oui, comme le disait Théo, faut vraiment arriver reposé. OK. Et vous avez fait du sport, par exemple, le week-end ou des activités, je sais Le pas, sport, longue histoire avec le sport. il a complètement disparu de vos vies? Un peu, on va pas se mentir. Après, tu vois, si jamais c'est ta manière de te détendre et de penser à autre chose, c'est sans doute la bonne solution. Tu vois, mais même sans forcément, tu vois, sans forcément faire du sport, te dire bon, je vais aller marcher 2 heures
C'est- ça peut déjà être une bonne manière. OK. Ouais, comme le disait Théo, il y a toujours une manière d'évacuer un petit peu l'appréhension, le stress que t'as. Ça peut être par le sport, hein. Si tu sens que t'as besoin de faire du sport, je pense que à ce moment-là des concours, il faut un peu s'écouter, un peu écouter son corps parce que il le disait très bien, Théo. Comment dire, les concours, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Du coup, c'est celui qui t'aidera le plus physiquement, parce que vraiment un mois, tu le sens passer physiquement à rédiger pendant 8 heures par jour pendant un mois. C'est compliqué, et mentalement aussi, se dire à chaque épreuve, il faut recommencer, refaire ça, pas lâcher. C'est aussi ça l'enjeu des concours qu'on teste. C'est vrai que c'est pas facile, mais si le sport ça t'aide, ou bien si la lecture, un truc vraiment qui te détend, vraiment un truc Mmh. qui te fait plaisir, c'est un petit peu, on va dire, ta récompense en fin de journée. Est-ce qu'on passerait pas peut-être aux conseils de si t'as, je sais pas, si t'as préparé des conseils, Théo, pour les écrits et les oraux? Oui, bah, je peux en parler rapidement. Il y en a que j'en ai que j'ai déjà un petit peu abordé. Pour les écrits, bon, bah, il y a le point que je disais de, voilà, de garder une bonne hygiène de vie, donc, se coucher tôt, bien s'alimenter, et même avec soi, ça, petit truc, enfin, ça peut paraître assez évident, mais prendre des barres protéinées ou de la nourriture avec soi aussi, parce que ça peut tout à fait arriver que, au bout de 2 heures d'épreuve, t'aies un petit coup de mou, t'es faim, et t'aies besoin de carburant pour faire les heures d'épreuve qui restent. Ensuite, peut-être des conseils un peu plus spécifiques au contenu. J'aurais tendance à dire, de toute façon, ne jamais faire les sujets de manière linéaire, sauf peut-être français, anglais et encore, mais bien lire avant et bien repérer les questions, gagner des points facilement. Moi, c'est peut-être une erreur que j'avais tendance à faire. Je prenais les questions dans l'ordre, le sujet dans l'ordre. En fait, au final, c'était pas du tout la meilleure stratégie. Après, ce que j'avais noté aussi, qui peut encore une fois paraître évident, mais qui est très important, c'est veiller à la propreté de la copie, soigner son écriture, mais surtout prendre le temps, 5 minutes avant la fin, d'encadrer les résultats, parce qu'en fait, tu peux avoir écrit quelque chose de très pertinent et de très intelligent, mais si c'est pas compris et identifié par un correcteur, surtout quand il aura 50 copies dans le nez et qu'il en aura marre, tu peux ne pas gagner des points là où tu aurais pu en gagner. Ah bah, je rejoins Théo sur les deux derniers conseils qu'il donnait, sur le fait de bien lire le sujet. Il y a énormément de questions où tu arrives et en fait, t'avais même pas besoin des résultats précédents. Limite, tu pouvais t'aider des résultats qu'ils avaient donnés pour t'en servir, et du coup, tu gagnes 2 points facilement. Donc ça, vraiment, Mmh. Théo, il a ultra raison là-dessus. Vraiment le bien lire le sujet et le feuilleter avant même de commencer la première question. Tu balayes du regard les différentes parties, et tu te prépares, parce qu'au moins tu te dis ok, si je sais pas faire cette partie, je passe à l'autre. Et sur le fait de garder une bonne hygiène, j'avais regardé une petite interview d'une correctrice de concours, et elle disait si on n'arrive pas à lire, s'il faut commencer à zoomer parce qu'elles sont numérisées, déjà le correcteur il est pas dans une bonne disposition, du coup il va être un peu plus récalcitrant à te mettre des points. Et ensuite, alors vraiment, conseil qui va avec, évite les frictions. Évite les frictions, parce que les stylos frictions, je sais pas si tu vois lesquels c'est. Oui, oui, mais je crois il faut éviter, tout ce qui est friction, tout ce qui est, blanco aussi. Je préfère qu'on Ouais. rassure que tout ça. Une souris, c'est bien sinon. Ouais. Si t'as pas besoin d'attendre que ça sèche. Enfin, après, Une souris, ça va? OK. moi, après, peut-être, Annie n'a pas la même expérience, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est ok. Ouais, je pense que en gros, tout ce qui peut craindre la chaleur, parce que quand on les numérisé, il faut savoir qu'il y en a peut-être 1000 copies qui sont passées avant toi, et le friction bah, s'efface à la chaleur. Et je crois que Mmh. le blanco aussi coule sur la copie. OK. Donc ouais, un peu éviter ça, et ça te permettrait de gagner des points en propreté, et de moins de mettre dans une meilleure disposition le correcteur, parce que vraiment le correcteur, c'est un bébé de 4 ans. S'il a pas son truc Mmh. bien fait, il va pas chercher à comprendre, il faut se dire qu'il a quand même énormément de copies à corriger dans un temps relativement imparti. Bah, il a pas le temps, allez, de checker chacune copie dans le détail, quoi.
Et par rapport aux épreuves en français, par exemple, notre prof, qui a corrigé des copies Minpon, elle nous a expliqué que, en fait, il y avait des petits détails qui avaient une énorme importance, pour les copies de français. Notamment, bon, bien sûr, sauter des lignes, écrire bien, et cetera, et cetera. Mais par exemple, rien que pour l'introduction, mettre, les œuvres du programme dans l'ordre chronologique, ça pouvait te faire, sauter ta copie, bien plus haut que pour d'autres personnes qui l'ont pas mis dans l'ordre chronologique, alors que c'est un truc tout bête. C'est possible, c'est très possible, surtout que les critères de correction sur je pense, le français sont peut-être un peu plus subjectifs. Ce qui veut faire, donc, oui, ce que tu dis, ça peut marcher. Pareil, pour le français, je pense, si tu prépares même 4-5 citations, en fait, sur des œuvres qui n'étaient pas au programme, mais qui sont quand même en rapport avec le sujet. Je sais que notre prof Amine et moi en prépa avait tendance à nous en donner pas mal tout au cours de l'année. Si tu arrives à en caser 2-3, c'est ce qui peut faire la différence entre une bonne copie et une très bonne copie. Parce que c'est sûr, il faut qu'il y ait une maîtrise des œuvres au programme. Mais si le correcteur voit que tu as été au-delà, ce qui n'implique absolument pas d'avoir lu les œuvres que tu cites, ça c'est encore un autre sujet. Mais ça peut aussi te faire gagner quelques points. Très très juste. Et même pour aller plus loin que ça, pour tout ce qui est épreuve scientifique et aussi littéraire, les rapports de jury, vraiment, faut que tu les feuillettes, faut que tu les comprennes, faut que tu comprennes tout ce qui n'a pas été fait ou mal fait les années précédentes. Par exemple, je sais que pour l'anglais, ils demandent énormément de la conjugaison simple, des mots clairs, simples, pas de fioritures. Tu peux mettre quelques fioritures, quelques tournures de phrases, mais ils demandent pas que ce soit quelque chose de très compliqué, mais que ce soit compréhensible, vraiment, synthétique, straight to the point. Ouais. Donc vraiment, je te conseillerais d'aller lire les rapports du jury parce que c'est eux qui te donnent le plus de clés. Un des conseils que je donnerais par rapport aux épreuves scientifiques, c'est de faire les questions qui demandent une démarche. Par exemple, je sais pas, toute démarche du candidat sera valorisée. Ces questions-là, faut les faire. OK. Je crois que ça pouvait augmenter de 10%, 10 entre oui 10-20% ta note. Ouais, c'est énorme. Rien qu'en faisant ces questions, parce que dans tous les cas, ils peuvent pas t'enlever des points. Tu fais un truc, déjà, c'est ultra valorisé. Alors, si personne n'a fait et que tu as fait quand même quelque chose, et en plus, qui est juste, mais là, c'est vraiment, t'es le roi du pétrole. Mais nickel. Surtout qu'il y a des types de concours. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Annie. Mais par ailleurs, en lien avec ça, il y a selon le type de concours que tu vas faire, parfois ça peut un peu plus se prêter aux tentatives et à la réflexion entre guillemets. C'est-à-dire que moi, l'impression que j'avais, c'est que par exemple la banque centrale, ça valorise beaucoup plus la rapidité. Donc là, j'aurais tendance à dire le but c'est de tracer et quelque part ça vaut pas forcément le coup de tenter un raisonnement un peu compliqué. À la limite, tu sais pas. Et c'est peut-être, je dirais, le type d'épreuve où ça vaut le plus le coup de parcourir toutes les questions avant et d'aller chercher des points à la fin du sujet, parce que de toute façon, comme c'est des sujets très longs, tu sais que tu seras très très loin de les terminer. Minpon, j'ai l'impression que ça valorise quand même un peu plus la réflexion et moins la rapidité. C'est-à-dire que tu auras moins de questions qui demanderont sans doute un peu plus de raisonnement et d'étapes pour arriver au bout. Et donc là, j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup plus de temps par question, donc sans non plus avoir 1 heure pour traiter chaque point. Mais ça vaut plus le coup, je dirais, de tenter des raisonnements et de montrer que, tu vois, même si tu n'as pas réussi à faire les 4 étapes qui permettaient d'arriver au résultat de la question, tu as quand même réussi à entamer la première, la deuxième, voire la troisième étape du raisonnement. Toujours OK. pour rejoindre Théo sur Minpon. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'en vrai, Minpon, c'est beaucoup plus rigoureux. Ils attendent beaucoup plus de rigueur, de justification dans les réponses. Et ça vient aussi avec le fait que, alors je sais pas si on te l'a dit, à tous les concours, on a une barre, on va dire une barre d'admissibilité pour certaines écoles. À Minpon, tu as 2 barres. Tu as la barre générale et la barre scientifique.
qui est spécifique. Alors, en tout cas, c'était à notre époque, mais qui est spécifique qu'à Minpon. Je ne pense pas qu'il y en Mhm. ait d'autres ailleurs. Ça veut dire que, par exemple, t'es très bon en français et en anglais, mais un peu moins. Tu peux avoir la barre générale, mais si si t'as pas la barre scientifique, tu peux pas avoir accès à certaines écoles. Ah oui, je vois. Et Minpon, c'est là où ils valorisent vraiment l'ensemble de ton parcours, alors que les autres écoles, tu peux essayer de compenser si t'as une force, on va dire, en français, en anglais ou dans une autre matière, en info. Ça Mhm. peut se compenser avec tes faiblesses, alors que Minpon, pas du tout, vraiment pas du tout. Tu le vois venir très vite. Mm. Ok. J'en avais entendu parler en effet. Ah, ça existe toujours? Ok. Je sais pas, mais pas des profs en tout cas, mais j'en avais entendu parler de d'autres élèves qui avaient été en prépa. Ok. Alors, moi, par rapport aux écrits, c'est vraiment très organisationnel, la plupart. Viens avec de l'avance, vraiment, avec ta petite pochette. Au moins, déjà, ça te déstresse avec tout ce qui est convocation, pièce d'identité, tout le tintin, tu le mets tout dans ta pochette et tu la gardes au fond de ton sac et tu la bouges plus pendant un mois. Parce que vraiment, déjà, t'arrives et t'as pas ta convoque dans un coin, t'as ton carte d'identité dans un autre coin. Déjà, ça, t'es dans le stress avant même d'avoir commencé l'épreuve. Ok. Toujours avant de commencer l'épreuve, prends un max de copies. Je crois que t'es limité, dépendant des banques de concours, à combien tu peux en prendre dès le début. Mais faut remplir les cartouches. Parce que c'est ça qui est un peu, j'allais dire un peu chiant, mais oui, c'est clairement chiant pendant les épreuves, c'est remplir les cartouches. Parce que Ça veut dire quoi, remplir les cartouches? alors, à savoir que dans une copie de concours, je sais pas si tu te souviens, mais c'est comme les copies du bac. T'as un Oui, cartouche en haut avec ton nom, oui, ton oui. prénom, ton académie, tout ça. Ah OK, je comprends ce que tu veux dire. Et Les donc, remplir avant que l'examen commence? oui, voilà, ils peuvent te les donner. T'en Mmh. demandes plein. Comme ça, toi, tu les remplis avant même le commencement de l'épreuve. Comme ça, dès que t'arrives en plein milieu, ben, t'as déjà une copie qui est prête. Et OK. c'est horrible de devoir remplir le cartouche à la dernière minute parce que c'est arrivé à l'X. Ils peuvent te refuser ta copie si le cartouche n'est pas rempli. OK. Et des fois, ils peuvent te laisser le temps s'ils ont envie, mais c'est à la discrétion de la personne qui te surveille. S'il dit non, Oui, oui. bah il prend pas la copie, il la laisse. OK. Ouais, c'est chaud. Il paraît que, je crois que c'est pour Centrale, on a le droit à 10 copies maximum, un truc comme ça? Je crois que c'est ça, ouais. Ah ouais. Mmh. C'est ce qui, mais je crois dès le début. Enfin, on peut pas t'en donner plus de 10. Je sais pas si c'est plus de 10 pendant toute l'épreuve, ou en tout cas plus de 10 dès le début. OK. Alors maintenant, on va passer pendant l'épreuve. Toujours avoir un petit moment de relaxation, parce que pendant 4 heures, tu peux pas rester focus pendant 4 heures. Enfin, ça reste très compliqué. Ouais. Toujours, moi, ce que je faisais, c'est je levais la tête, je regardais un petit peu l'heure, je buvais un petit coup d'eau et après je replongeais dans la question, mais il fallait quand même peut-être 20 secondes où je sortais, ou en tout cas sinon j'allais aux toilettes. Juste le temps du trajet, ça me permettait de réfléchir à la question pendant le temps du Mmh. trajet et c'est déjà ça. Faut ouais, ne pas s'empêcher à bouger. Et bah, on disait déjà, ouais, ne pas réviser la veille. Et le dernier, et je pense que celui-là, il s'applique à toutes les épreuves, le bac, le brevet, n'importe quel type d'épreuve. Ne parler à personne, mais parle vraiment à personne après l'épreuve. Parce que tout le monde aura son avis à dire. Mmh. Tout le Et monde va ça dire, fait paniquer, ouais. ouais, ça te fait paniquer pour rien. Les gens vont commencer à dire des résultats, tu vas commencer à psychoter pour rien. Ça a pas vraiment un grand intérêt, peut-être pour le français et l'anglais, et encore, mais Surtout que là où Amine a raison, c'est qu'en plus personne n'en sait rien. Enfin, c'est-à-dire que ni toi ni les autres ne peuvent vraiment avoir une idée précise de si ce qu'ils ont fait leur permettra d'avoir une bonne note, parce que il leur manque de toute façon déjà un paramètre important au-delà de leur propre prestation, c'est comment ils se situent par rapport aux autres. C'est-à-dire que Oui, c'est un concours, pas un examen. exactement. Donc si tu as très bien réussi une épreuve facile, bah, en fait peut-être que les erreurs que tu as faites vont te coûter beaucoup plus cher. Alors que si jamais tu as réussi quelques questions, mais que dans l'ensemble, tu as l'impression que c'est une catastrophe sur une épreuve qui était très difficile pour tout le monde, tu peux aussi te retrouver avec une très bonne note, comme tout est normalisé à la fin. Donc c'est aussi pour ça que ces discussions n'ont pas vraiment de sens après les épreuves, parce qu'en fait, personne ne sait vraiment où il se situe.
Et c'est d'autant plus vrai pour Minpon, où je sais qu'il y a des épreuves qui s'enchaînent, vu que c'est pas tout le temps des épreuves de 4 heures où t'as une demi-journée, pause, une demi-journée. Minpon, je crois que ça s'enchaîne, vu que c'est des épreuves d'1 heure et demie, voire 3 heures. C'est d'autant plus vrai. Faut vraiment fuir ce genre de conversation. C'est, c'est vraiment nul et je vois même pas pourquoi c'est encore admis, par certains banques de concours qu'on puisse parler du concours. Bah après, ils y peuvent rien, mais je vois pas l'intérêt. Vraiment, c'est absurde. Mmh. T'avais une question, je crois, sur les surveillants, non? Oui, j'ai entendu dire qu'ils étaient hyper stricts, enfin qu'ils faisaient très attention, à comment si on regardait les autres, et cetera, qu'ils faisaient peur aussi. Je crois savoir qui t'a dit ça. Ah bon? Oh, franchement, j'ai des noms qui me viennent en tête. Ouais, il était en 2e année en spé et après avoir passé les concours, les écrits, il nous a expliqué que les surveillants, ils étaient hyper stricts, qu'ils faisaient peur, tout. Voilà. Ça dépend. Ouais. Moi, ça m'a pas particulièrement choqué, mais peut-être Amine a un autre avis. Moi, en vrai, limite pas le contraire, mais moi je me souviens qu'à Centrale, en 3,5, il y avait un surveillant avec qui j'avais un peu sympathisé, qui me demandait si ça allait bien et tout. Et en 5,5, quand je repasse Centrale, il me revoit, je le reconnais et on se reparle. Et c'était vraiment cool. Et il me disait que eux, la plupart du temps, ils sont pas du milieu, donc déjà ils peuvent pas nous aider. Ils sont Ah juste ouais? là, ils sont même pas Mais en ingénieurs. fait, faut faire quoi pour être surveillant? Ils ont quel âge en moyenne, à peu près? Ah oui, la plupart du temps, ils sont retraités, hein. La plupart Ah du oui, temps, ils OK. ont plus de 50 ans, voire plus de 60 ans. Ouais, sauf pour l'X où t'as les militaires. Ouais. Ouais, ah, voilà, c'est ça que j'allais dire. Pour l'X, tu une directrice par salle qui gère tous les surveillants. En gros, t'as les surveillants qui sont, on va dire, ses collaborateurs et elle est au-dessus Mmh. pour gérer le concours parce que voilà, c'est des militaires qui gèrent le Oui. concours et Ah oui, oui, c'est vrai, on m'avait dit ça aussi. ça file très, très droit, et des fois pour vraiment, ils commencent à mettre de la pression alors qu'il y a vraiment, Y a rien. aucun mais c'est juste pour voilà, s'affirmer un petit peu et un peu montrer le contexte Ouais, donner militaire. le ton, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Mais sinon, de manière générale, les surveillants, du moment que tu triches pas. Après, il y en a certains, ils sont un peu clairement, ils prennent leur mission trop à cœur, où ils t'arrachent les copies des mains. Ouais, ouais, ouais. Ils viennent. Moi, j'en avais un, il shootait dans ma bouteille à chaque fois qu'il passait. Ah non, mais c'est Et méchant ça. Ça sert oui, à mais rien en je sais même plus. pas s'il faisait exprès ou pas, mais à chaque fois qu'il passait, il shootait dans la bouteille et du coup, bah, obligé de ramasser la bouteille. Du coup, ça te perturbe. Ouais. Et mais en vrai, les surveillants, il y en a certains, c'est un peu comme la société, quoi. T'en as des bons, t'en as un peu des moins bons, mais en généralité, ils sont sympas, ils sont bienveillants. À part ceux qui laissent leur téléphone allumé, quoi. Ah, il y en a, ils laissent leur téléphone allumé? Bon, c'est arrivé que Ah ouais, à c'est un non, concours. ça c'est fou par contre, hein. Mais d'ailleurs, du coup, comme, est-ce que vous mettiez des boules caisses pour, pas entendre, ce qui se passait autour de vous ou non? Non, moi personnellement non. Ça m'empêchait pas de enfin le bruit. Déjà, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de bruit autour et puis même quand il y en avait, ça m'empêchait pas spécialement de me concentrer. OK. Bah, tout dépend de où tu vas passer tes concours. Je sais qu'en région parisienne, en tout cas Ouais, proche de c'est dans Paris, des hangars ouais, c'est le parc énormes. floral, je crois. Donc, Heu, vous êtes déjà au calme. mmh. Par exemple, à Masséna, là, on a fait notre prépa avec Théo. Les couloirs il y a de la rubalise, ils peuvent pas passer. Il y a des barrières. Enfin, pas Mmh. des barrières, mais en gros, le chemin est barré pour pas qu'ils puissent passer. Et Pour, ensuite, que les lycéens ne puissent pas passer, c'est ouais, ça? voilà, faut que OK. on soit vraiment dans un endroit calme. Et après, t'as les surveillants pendant les récrés qui vont aller voir les autres élèves pour leur demander de parler moins fort. Donc vraiment, ils font tout pour qu'on soit vraiment au calme. Mmh. Et en vrai, alors je déconseillerais pas les boules qui est, mais quand il y a un surveillant ou bien la personne qui est en charge de la surveillance du concours qui vient parler et que t'entends pas, il se peut que tu loupes une information. Oui. Donc et surtout que tu peux pas parler aux autres élèves. Mmh. C'est vrai. Et voilà, hein, sinon non, la boule qui est, bah, après voilà, tout ce qui est écouteurs, viens pas avec un casque anti-bruit et tout, ça va être bizarre. Mais de toute façon, on n'a pas le droit. Ah ouais, c'est vrai. Il y a des règles sur ça.
pour les concours de l'ICNS, il me semble qu'il y a une épreuve qui dure 6 heures. Ah, ouais. Et je me suis demandé, mais quand est-ce qu'ils mangent en fait? Ah bah, tu manges pas, tu fais l'épreuve pendant 6 heures, quoi. L'épreuve commence à 8 heures, elle finit à 14. Mais ok. Ils prennent pas un petit sandwich Si, tu peux. Comme disait Théo, t'as Ah toujours ouais. le droit de ramener un petit peu à manger. Mais ça, c'est spécifique, je crois, que à l'ENS Ulm, cette épreuve. Et elle dépend, Mmh. ça peut être maths, physique ou que chimie. Et c'est très long. C'est très, très long. Bah oui, 6 heures. Déjà 4 heures, c'est long. Mais ouais, vraiment, d'où l'importance de bien se préparer pendant les 2 années. Parce que 4 heures, en vrai, on dirait pas, mais 4 heures, quand tu le fais, ça passe ultra rapidement. Oui, Ça peut passer ultra rapidement dépendant des concours. Et oui. les mines d'autant plus vite parce que vraiment, il y a, je crois, aucune épreuve de 4 heures aux mines. Ah bon? Oui, c'est un peu moins. Enfin, je remarque, donc je me rappelle plus. Mais il me semble que c'est un peu moins de 4 heures, ouais. Mm. Pour les mines, en tout cas pour l'épreuve d'anglais, ça c'est 1h30, c'est hyper rapide. On a fait une fois, c'était horrible. Mm. Mais je savais pas que pour les spé, enfin pour les maths, physique, chimie, il y avait pas d'épreuve de 4 heures. Après ça, enfin, moi je suis pas sûr de ça, hein, à vérifier. Ouais, à vérifier. Je crois que vraiment, ça me choquait plus à Centra où il y avait vraiment énormément, toutes les épreuves sont de 4 heures. Alors qu'aux Mmh. mines, 1 heure et demie, je crois qu'il y en a une de 3 heures aussi, mais elles sont pas toutes de 4. OK. Mais oui, l'anglais, aux mines, il est dévastateur, hein. Ouais. Vraiment, c'est dévastateur. Bah, là, ça se joue juste sur les réflexes, reptiliens limite. Mais oui, c'est vraiment ça, hein. Mais c'est ça qu'on teste en Ouais. concours, hein. C'est tes Ah réflexes, bah tes oui. automatismes, hein. Mmh. Ah oui, peut-être, sur la période de révision, peut-être qui est, on va dire, un peu relié aux écrits. Mais, sur la période de révision, je te dirais peut-être de faire déjà un planning. OK, Fais déjà un planning, tu sais quoi réviser, quand le réviser. OK. Et c'est parce que ça 2 semaines, ça passe très vite. C'est quoi? C'est 2 3 semaines à chaque fois? Oui. Ça dépend si tu passes le NSEUL, mais si tu le passes pas, c'est 3 semaines. Ah oui, voilà, si tu passes pas ILX, c'est bon. Si tu passes pas l'IX, tu gagnes 1 semaine en plus. Mais du coup, ouais, Ouais. c'est en plus, le calendrier vient de sortir. Il est sorti il y a 3 4 jours. Non, mais du coup, je regarde, calendrier des épreuves écrites session 2026, c'est bien, d'abord Polytechnique, ENS, Ouais. CCINP, puis Minpon, puis Centrale. OK. Ah, c'est pas Voilà, mal. ouais. C'est pas mal. Mais en général, c'est toujours, ils commencent toujours par, le NSX, oui, c'est ça, le NSX, puis, CCINP. Ça me tue de rire. Tu dis ENSX alors qu'on dit tous XENS. Oui, bah, c'est la même chose. T'es bizarre. Conseil sur, les écrits, sur, français, anglais. On dirait pas. On dirait oui, c'est des petites matières secondaires, tu fais pas énormément, tu fais peut-être 2 heures par semaine, par rapport à, je sais pas, 6 ou 8 heures de physique par semaine. Mmh. Et ben, quand tu regardes les coefficients, Ouais, hyper tu vois, important. c'est pas du tout proportionnel. C'est vraiment pas du tout proportionnel. Mmh. Après, c'est un peu plus facile. Le niveau d'anglais, est quand même plus facile que le niveau, en maths ou en physique. Mais, c'est vrai que pour, CCNP, l'anglais, c'est extrêmement important. Il faut avoir, je crois, minimum 12 par exemple pour avoir l'ENAC. Enfin, faut quand même assurer, en anglais pour CCNP. Et le français aussi, ça compte énormément. Si vous êtes fort en français, ça monte, votre classement beaucoup. Et pareil pour l'info, mais un peu moins l'info. Je laisse parler Théo parce que c'est lui là l'expert en la question. Non, mais c'est juste, après le problème du français et de l'anglais, c'est que je trouve, c'est pas des matières sur lesquelles ça va avoir beaucoup de plus-value de réviser, peu avant, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu des matières sur lesquelles que tu vas travailler, tout au long de l'année, voire s'agissant de l'anglais des 2 ans de prépa. Mais typiquement, tu vois, le français, j'ai l'impression que la capacité à écrire, le fait de bien connaître les livres, même si tu peux réviser quelques citations juste avant, mais c'est quelque chose qui est plus sur du long terme. Et l'anglais encore plus, c'est-à-dire à part être bien au point sur la méthodo, je vois pas trop comment tu peux vraiment réviser l'anglais juste avant, à part revoir quelques mots de liaison communs, mais sinon le vocabulaire, c'est tellement large
Tu n'as aucune idée de ce sur quoi va porter le sujet. Donc, c'est aussi une matière où, par rapport à ce que disait Amine, on peut y passer 2 heures, etc. Moi, je peux comprendre que à l'approche des écrits, on n'y passe pas trop de temps parce que sur ces matières, les jeux sont un peu faits déjà, ou en plus grande partie en tout cas que sur les matières scientifiques, où réviser peut te rapporter vraiment plus de points le jour J. Ouais, tout à fait d'accord avec Théo. Mais ouais, c'est vrai que l'anglais, les gens sont un peu faits. C'est vraiment cette épreuve, j'ai envie de dire cette épreuve, l'anglais, ça montre tout ce que tu as fait pendant l'année. Il y a rarement, et vraiment je dis rarement, des percées. Tu as eu 4 toute l'année, tu arrives aux mines et t'as 18. Si tu as eu 4 toute l'année jusqu'au dernier DS, remonter la pente, c'est compliqué. Mais oui, l'anglais, c'est vraiment des points de méthodo à connaître, quelques mots de liaison, des belles structures de phrases bien inomatiques, faire des phrases simples, concises, sans fioriture, avec une bonne conjugaison. C'est ça qu'ils demandent. Vraiment, ils te demandent pas de réinventer le dico ou d'écrire Hamlet en 1 heure et demie. C'est vraiment pas ça qu'ils demandent. Et ça me faisait penser que pendant les épreuves, il y a des percées qui peuvent s'accomplir. Et quand je dis des percées, c'est il y a des gens tout au long de l'année, on pensait qu'ils allaient voir Central Paris, X, ENS. Ils arrivent, ils ont l'impression d'avoir réussi les écrits, et en fait c'est tout le contraire. Et il y a certaines personnes, par exemple, je sais pas si tu te rappelles Théo de Greg. Oui, tout à fait. Ouais, on pensait tous qu'il allait faire une ENS au plein milieu de l'année. Il fait 5 demi. En 5 demi, on pense la même chose, et pas du tout non plus. Parce que on sait pas trop, on n'a jamais su, mais possiblement son écriture qui était pas vraiment incroyable. Après, c'est pas impossible qu'il se soit loupé et qu'il ait mal compris des questions. Donc tout ça pour dire vraiment, les écrits, c'est vraiment tout dans la tête. C'est vraiment, enfin pas tout, mais 80% c'est du mental et 20% du physique. Mmh. Et aussi pour certaines écoles comme, je pense à l'ENAC notamment, bon, ceux qui veulent, l'ENAC Aviation, je pense qu'ils sont déjà au courant qu'il y a des épreuves, physiques. Mais, par exemple pour l'ENAC, contrôleur aérien, il faut aller chez un ophtalmo pour, vérifier sa vue. Et il y a eu des cas en prépa où les gens, perdent un peu la vue à force de regarder une copie qui est à 30 centimètres de leurs yeux, et de jongler avec, le tableau qui peut être assez loin aussi. Donc faites attention à vos yeux. Non, c'est vrai. Ouais. Et à l'X aussi, il y a aussi une épreuve physique, voire plusieurs. Il y a natation et course. Mm. Voilà. Donc essayez de pas trop perdre votre sport non plus. Ouais, c'est ça. Et alors, il y a certaines écoles, ou en tout cas certaines prépas, qui préparent, oui, c'est bien le mot, qui préparent les élèves et qui leur font faire du sport chaque semaine. Et si ils vont pas en sport, ils sont punis. Je pense Ah notamment ouais? à Ginette. Je sais pas si Théo, tu t'en rappelles, mais je crois que s'ils faisaient pas le sport de la semaine, ils pouvaient être privés de cours de maths. Alors, c'est une légende, mais je sais pas si c'était tout ça. D'accord, non, je suis pas du tout au courant. Ouais, c'est les épreuves de sport. Après, les épreuves de sport, tu peux pas totalement te préparer parce que tu sais même pas à quelle école. Il y a que quelques écoles où tu as tes épreuves. C'est comme, Mmh. si tu veux, on va passer aux oraux. C'est comme pour le français. Il y a un oral de français que pour que pour les mines, si je dis pas de bêtises, ou que pour centrale. Les mines, c'est sûr. Centrale, je crois pas. Après, les autres, je sais pas. Moi, de toute façon, j'avais passé que les oraux mines. C'était les seuls oraux que j'avais fait. Donc je sais pas pour les autres, mais mines, c'est sûr qu'il y en a. Ouais, alors c'est central où il y a pas. Il y en a pas à centrale. Mais ouais, il y a des spécificités en fonction de chaque banque de concours sur les oraux. Et ça va nous faire parfaitement la transition avec la préparation pour les oraux. Mmh. Je sais pas si t'as des questions sur la préparation pour les oraux. Pour la préparation, il me semble que pendant les écrits et les oraux, on a entre guillemets «re» des cours où le matin on fait des TD et l'après-midi des calls, mais tout seul devant nos professeurs. Mhm. Ouais. Voilà. Après, je sais pas exactement l'emploi du temps qu'on va avoir, mais j'ai entendu dire que ça allait ressembler à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est aussi ce que j'avais en tête. Oui, c'est un type d'exercice assez différent des écrits. Donc,
c'est assez normal que l'école reprenne toute leur importance après les résultats d'admissibilité. Ouais, tout à fait raison. Il a tout à fait raison, Théo. Donc, pendant ce laps de temps entre la fin des écrits et les débuts des résultats d'admissibilité, voire le début des oraux, il s'écoule à peu près un mois. Ça peut aller jusqu'à un mois et demi aussi, dépendant à quelle semaine tu vas. Et pendant ces semaines-là, oui, cours le matin et l'après-midi, c'est préparation aux oraux. Alors, quand je dis préparation aux oraux, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des cols blanches, des oraux blancs avec des profs. À savoir que voilà, tu peux booker des créneaux avec des profs. En tout cas, ça va dépendre de l'organisation de ta prépa, mais tu as des oraux blancs avec des profs et dépendant du niveau. Parce que voilà, un oral blanc XENS ou un oral blanc CCP, alors c'est pas pour cracher dans la soupe, mais voilà, c'est pas la même forme, c'est pas la même difficulté, c'est pas les mêmes choses qu'on demande, c'est pas non plus les mêmes intitulés. Donc ça peut être des oraux blancs, ça peut être aussi des revues d'exercices. Je sais qu'en maths, ils nous mettaient plein d'exercices d'oraux et qu'on faisait au tableau. Donc juste pour nous habituer à ça, et aussi les TP. T'as aussi les TP. Ah oui, c'est vrai, les Donc, VTP. c'est vrai que en MP, peut-être ils ont un peu moins ça. Ils ont peut-être ça pour de la SI, pour de la physique. Mais en physique chimie, en PC, ouais, t'as beaucoup les TP. T'as énormément les TP parce que ça vaut, j'allais dire un fric de dingue, mais oui, ça vaut un fric de dingue à l'État. Et pour toi, vraiment, ça peut valoir énormément de points, dépendant de où tu les passes. Mais ouais, c'est à peu près ça. Mais donc pour les oraux qui vont se passer pour les écoles, on est tout seul, on est à 3, parce que surtout sur les 2 ans, on s'entraîne pour l'école, on est 3, on est en trinôme. Mais je sais plus si pour les vrais concours, on est à plusieurs ou tout seul. Non, tu seras seul. Tout seul. Oui, Ok. oui. On a une préparation de 30 minutes, c'est ça, avant? Ça dépend. Ça dépend, oui. dépend. Ça dépend des épreuves. De mémoire, français, c'est sûr que tu en as une. Anglais, je crois aussi. Ouais. Les épreuves scientifiques, j'avoue que j'ai oublié. T'en as un de chaque. Bon, bah voilà. Un avec, un sans, aussi bien en physique et en maths. D'accord. Mais pour les mines, t'as un oral par matière. Et il y a toujours un peu de préparation. Pour centrale, pour les épreuves scientifiques, t'as 2 oraux, je crois, pour les maths, la physique. Alors, je sais plus je pense pas qu'il y ait des oraux chimie, mais je crois que c'est physique chimie. Un avec préparation et un sans préparation. Et il y a des questions de cours dans les oraux ou pas? Ça aussi, il peut y en avoir. Il peut y en avoir? Oui, oui, mais en général, ça arrivera plutôt au début. Enfin, j'ai l'impression. De ce que je me souviens. Oui, Ok. tout à fait. Alors, à savoir que l'oral, il dure en tout et pour tout, si je dis pas de bêtises, à peu près 1 heure. Après 1 heure, avec la préparation. Voire, il peut aussi durer 45 minutes sans préparation. Je crois que c'est à peu près dans ce delta de temps-là. Ok. Mais donc, tout ça pour dire que la préparation déjà te mange du temps. Du coup, il faut pouvoir être à l'aise à l'oral, et ça, c'est tout le but d'école. C'est tout le but d'école, donc c'est d'être à l'aise à l'oral, de pouvoir démontrer des résultats vides, de les écrire, et peut-être on te donnera des conseils avec Théo, mais il y a des points qu'il faut vraiment vraiment pas négliger. D'accord. Par exemple, pour les petites écoles, entre guillemets, de CCINP, j'ai entendu dire qu'il fallait se déplacer pour faire les oraux, pour voir aussi si on avait la motivation d'aller dans cette école. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Pour les avoir passés, normalement, t'as quasiment tout en un seul et même endroit. Si je dis pas de Ok. bêtises, t'as quasiment tous les oraux de CCNP qui se passent à Paris. De toute façon, tous les oraux se passent à Paris. Ok. Il y en a très peu en dehors C'est de peut-être Paris. de la banque 3A, sinon, je sais plus. C'est possible aussi. C'est E3A où je crois où tu dois te déplacer. Mais ils sont Ok. pas forcément dans Paris, je crois. Voilà. Oui. Ouais, c'est ça. Et après, t'as aussi des banques de concours en AST, admis sur titre, où tu vas directement à l'école. Par exemple, je sais que pour le magistère d'Orsay, tu dois te déplacer à l'école pour faire une sorte d'oral de présentation, mais t'as pas d'épreuve. Vu que t'as pas passé d'écrit, c'est juste tu te présentes, quoi.
Donc c'est un peu un entretien de motivation? Tout à fait, voilà. OK. Pour l'INSA, je crois que c'est aussi le cas. Mmh. L'ENS, admission sur titre, il me semble qu'il y a déjà des documents, des lettres de motivation. Je crois qu'il doit y avoir aussi un entretien de personnalité, qui doit s'accomplir là-dedans. C'est quoi exactement un entretien de Une personnalité? sorte d'entretien d'embauche, quoi, OK, oui. plus ou moins. D'accord. Mais ouais, les oraux, ouais, c'est toujours seul. Toujours, tu toujours seul. C'est toi et j'allais dire toi et ta chance. Mais oui, tu tires, hein, tu tires le sujet, quoi. Ou soit ils te le donnent, soit tu le tires. Et c'est stressant. Et quand tu te prépares, par exemple, pour les phases de préparation en français, en anglais, ou autre, tu es avec d'autres élèves dans la salle ou dans une salle où vous êtes tous séparés, les uns des autres? Alors, tu seras. Moi, je me rappelle que pour le. Si, en fait, t'es dans la même salle que là où les gens passent l'examen, enfin l'oral, je veux dire. Donc, en fait, tu verras la personne avant toi passer en même temps. Mais j'ai le souvenir de ça en tout cas pour nous. Ouais. La plupart du D'accord. temps, c'est ça. C'est toi, tu prépares pendant que la personne avant toi qui est préparée passe. Il se peut qu'ils te mettent dans une autre salle, mais c'est très très rare, quoi. Vraiment, je crois que c'est Ouais. peut-être arrivé une fois Ouais, pendant non, parce que pendant moi, je sais que pour l'école d'anglais, c'est comme ça, par exemple, on se prépare à côté de celui, qui parle et tout, qui a préparé avant nous. Mais j'ai absolument besoin de boules caisses, sinon Ouais. j'arrive pas à me concentrer, c'est horrible. Là, les boules caisses, elles ont son importance. Là, vraiment, je Ouais. te conseillerais d'avoir des boules caisses parce que si t'aimes pas trop le bruit, si t'aimes pas trop être dérangé, ça trouve ta concentration, vas-y. Mmh. Alors, chose à savoir, les profs qui t'évaluent pendant les oraux, c'est pas forcément des profs d'école d'ingénieur, hein. C'est juste des profs de prépa qui sont délocalisés pour la semaine ou en tout cas pour ces quelques jours pour te faire passer un oral. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu le prof de physique, alors un prof de physique connu en prépa parce qu'il faisait sur YouTube des corrections de concours. Et je l'ai eu en Mmh. tant que correcteur, enfin en tant qu'examinateur. Ouais, ouais. Donc c'est la plupart du temps, par exemple, je sais que la femme de notre prof de physique avec Théo était correctrice à Centrale. Mmh. Et elle nous avait donné plein de tips pour les oraux. Mais ouais, tout ça pour dire que les profs, ils connaissent le programme. Tu peux pas les enfumer comme ça. C'est Mmh. loin d'être simple. Et sur les oraux, alors peut-être qu'on l'a pas dit, mais oui, les oraux ont tous lieu à Paris et la plupart du temps dans l'école, dans un des sièges de l'école. D'accord. Par exemple, Du coup, tu vois un peu l'école en même temps, c'est sympa. bah ça dépend. Ouais, voilà, si si t'es admis à Centrale, t'as admissibilité à Centrale, bah tu vas sur Centrale Supélec. Admissibilité aux mines, tu peux aller au Pont, tu peux aller à Ensta, tu peux aller aux mines. Mais en gros, voilà, si par exemple t'es admis au final à Supaéro, tu verras Supaéro qu'à la rentrée. Tu le verras pas au moment des oraux parce que tout se déroule à Paris. Et c'est ça Oui. qui est un peu chiant, quoi. Et les examinateurs lors des oraux, ils sont gentils, ils sont bienveillants ou ça dépend? Bah, ça, j'aurais tendance à dire, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour toi s'ils sont gentils et bienveillants. Ah ouais? C'est-à-dire que là, tu vois, tout à l'heure, je te disais, tu peux pas juger de ta prestation aux écrits. Je Oui. pense que tu peux encore moins juger de ta prestation pour les oraux. Parce que tu peux tout à fait avoir des examinateurs qui sont très très polis, gentils et souriants, ce qui peut toi te donner l'impression qu'ils sont contents de ta prestation, alors que c'est simplement une attitude générale et tu n'auras pas forcément un bon résultat. À l'inverse, tu peux avoir des examinateurs assez antipathiques, parfois un peu secs, un peu poker face, où tu bois pas trop. Tu ressortiras pas forcément de l'oral avec une grande confiance dans ta prestation et en fait c'est pas pour autant qu'ils ont pas été contents de ce que tu as fait. Donc là pour le coup c'est pas du tout un paramètre qui compte et j'ai même plutôt tendance à dire que plus ils sont sympas et souriants moins ils noteront de manière large, on va dire. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai envie même de rajouter, si t'as le même exercice, donc à ISO exercice, si tu changes le prof, il se peut que t'aies pas la même note. Donc en gros, t'as deux profs différents, t'as fait la même prestation, il se peut qu'ils ne notent pas du tout de la même manière. Et même Mmh. si t'as le même prof qui donne le même exercice à deux élèves et qui font plus ou moins la même prestation,
enfin la même prestation, en tout cas, ils vont de la même manière dans l'exercice. Il se peut aussi qu'ils aient pas non plus la même note, parce que ça va dépendre de comment le prof il note, de ce qu'il attend aussi, parce que les attentes du prof, en vrai, l'école c'est aussi très subjectif. Hein. Il n'y a pas de critères précis. Qu'est-ce qui différencie un 12 d'un 13? On sait pas. Qu'est-ce qui différencie un 10 d'un 16? Ça, tu le vois clairement. Mais donner 1 point ou 2 points, et là, et vraiment, c'est là où c'est un peu, c'est un peu bâtard les oraux, parce que les écrits, t'es noté en fonction de critères, en fonction de chacune de ta réponse, et ça te permet de te classer. Là, la note qu'on va te donner, elle va juste, en gros, comment dire, elle va dépendre des élèves qui sont passés avant toi dans la journée. Par exemple, il y a un monstre qui a torché l'exercice il a mis 18, il voit que t'as un peu plus galéré, il va prendre ça comme référence. En fait, toi, t'es noté par rapport aux élèves qu'il voit dans sa journée. Ouais. Et c'est ça qui est un peu flippant dans les oraux. Mais oui, il faut s'habituer, alors que voilà, les examens, c'est au niveau national et il y a des critères précis. Les oraux, il y a une part de subjectivité non négligeable. Et par exemple, il me semble que pour le bac, on peut redemander une autre correction. C'est par exemple pour les écrits, je crois. C'est pas possible pour Non, pour les oraux, tu peux pas. Non. Les oraux, je pense même pas que ça puisse se faire, parce que faudrait que ce soit enregistré, que tu puisses prouver tout ça. En plus, il y a un seul examinateur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, il y a un seul qu'aux oraux, sauf au TIPE. Oui. Au TIP, ils sont 3, non? Juré. Si tu veux, on y viendra un peu plus tard pour les TIPE, parce que c'est très spécifique aussi. Ok. Mais ouais, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Théo, que ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le côté un peu moins fun des oraux, c'est ce classement-là. Hein. Oui, c'est sûr. De toute façon, t'as pas la main dessus et tu le sais pas. À part si tu vois que pendant que tu préparais, le candidat qui passait était extraordinaire, mais sinon, tu peux pas vraiment le savoir. D'accord. Là où ça te donne un boost de confiance, alors en vrai, c'est méchant de le dire, mais c'est que tu vois la personne qui passe avant toi et qui se fait défoncer. Et toi, tu vois que t'as l'impression d'avoir réussi sur ton brouillon à tout développer. Tu te dis, let's go. En vrai, c'est un peu, c'est pas la bonne mentalité à avoir, mais tu te dis, c'est quand même en concours, faut gagner sa place. Bah quoi. oui. Ouais. Et truc aux oraux auquel il faut faire attention, c'est quand tu parles à des élèves. Alors, dépendant à qui tu parles, si des gens de ta prépa, ça va, tu les connais. Les gens des autres prépas, tu les connais pas forcément. Après, voilà, je dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, mais des fois, tu sais pas trop sur quel pied danser, et tu sais pas forcément si tu peux leur faire 100% confiance. Hein. Comment ça? Il y en a certains, je sais pas, certains ils se fichent un peu de toi, genre juste avant de passer les oraux, et ils se moquent un peu de toi, et après toi, du coup, ça te déstabilise. Ah oui, ok, je vois. Alors moi, ça arrivait que genre on me demande, parce que je portais quelque chose pendant les oraux, une sorte de fétiche, et il y a un gars qui me disait, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, c'est pour déstresser. Il fait, ouais, tranquille, ouais, c'est ça. Ok, pas de problème. Mais donc faut un peu faire fi de tout ça, mais c'est vrai que pendant les oraux, tu vois des élèves que tu connais pas, hein, et tu connais pas en plus ce qu'ils ont derrière la tête. Alors, mais des fois t'en as des très gentils, des fois t'en as vraiment qui prennent le fait que c'est un concours au pied de la lettre. Et est-ce qu'il faut être bien habillé ou pas pour les oraux? Moi, je te conseille. C'est un exercice de toute façon. Ça dure pas. Tu vois, chaque épreuve aux oraux va pas durer très longtemps. Donc, c'est aussi, tu vois, tu seras noté de manière objective par rapport à l'exercice que tu fais ou pas, même en français, en anglais. Mais c'est vrai que faire bonne impression, être bien habillé, poli, ça peut aussi jouer à la marge. Même sur la partie technique que tu vas faire, je pense, elle peut être perçue différemment selon que tu arrives bien habillé, en confiance, en étant poli, en parlant distinctement, en articulant. Tout ça, en fait, ça peut jouer. C'est-à-dire qu'il y a à prestation égale, tu vois, si pour une question de l'exercice donné, tu as une personne qui va avoir tout ça et qui va donner sa réponse à l'examinateur, et une personne qui a pas tout ça, même si elle ajuste, en fait,
l'appréciation peut ne pas être la même. Et c'est d'autant plus vrai, surtout si la réponse est pas entièrement correcte. C'est-à-dire que dans un cas, l'examinateur peut se dire, bon, bah là, c'est faux, en plus, il fait même pas d'effort, etc. Dans un autre cas, si tu présentes bien, t'essaies de montrer un peu ton raisonnement, voilà, de faire bonne impression. Ça peut aussi être récompensé un petit peu. Ouais, tout à fait d'accord avec Théo. Tu pourras jamais faire deux fois, enfin, on peut pas faire la même première impression deux fois. Ou j'ai plus l'expression en tête, mais tu peux pas refaire une une première impression. Donc ouais, il faut être posé et présentable. Donc petite chemise, chemisier pour mesdames, pas forcément des talons, mais voilà, être corpo, genre comme si t'allais à un entretien d'embauche. Vraiment, c'est une pièce de Bien théâtre. sûr, notre 31, quoi. Ouais, voilà, tu vas pas en soirée, mais t'es présentable. C'est comme si t'allais vraiment à un entretien d'embauche. Et il faut le voir OK. comme ça. Un oral, pas une pièce de théâtre, mais un peu quand même, où toi, voilà, Mmh. tu cherches à montrer ce que tu sais faire. L'examinateur, il est dans son rôle d'examinateur. Oui. Après, voilà, ça empêche pas que, par exemple, l'examinateur, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai souvenir que il y avait quelqu'un qui aimait beaucoup le sport, les sports mécaniques, et il y avait un examinateur qui avait un certain numéro, et la personne avait fait ah c'est Valentino Rossi, et du coup Valentino Rossi qui est quelqu'un qui fait du sport dans la moto GP, une légende, et en gros déjà ça fait un point de contact, et déjà Mmh. tu vois pas la personne de la même manière. Mmh. Tu vois pas la personne de la même manière, et voilà, plus le fait d'être présentable, d'être posé, de bien expliquer, d'être concis, ça aide. Ça met dans de bonnes conditions l'examinateur. OK. Comme d'hab, de toute façon, l'examinateur, c'est un bébé de 4 ans. S'il a pas ce qu'il veut, il le fera comprendre, quoi. Oui, et par rapport au choix d'école, Mmh. parce que à la fin, on a quand même plusieurs écoles, j'espère. Comment vous choisissez votre école? Bah, moi, j'avoue que la question s'est peut-être posée parce que j'étais admissible seulement à Nîmes. Et après, j'ai pas eu d'hésitation entre des écoles de la Banque Nippon et des écoles centrales. Donc, c'était en gros soit les ponts, enfin, il y avait d'autres écoles du concours, enfin Super Héros, etc. Donc, c'était soit ça, soit Saint-Denis. Et donc, j'ai pas eu de grosses hésitations. Mais c'est vrai que moi, le conseil que je pourrais te donner par rapport au choix d'école, c'est que j'ai l'impression qu'au final, on y attache beaucoup d'importance au moment où on y est. Enfin, au moment où on doit choisir, c'est-à-dire qu'on a l'impression que selon l'école que tu choisis, ça va vraiment changer toute ta vie. En pratique, j'ai quand même l'impression qu'au final, après, quand tu y es, et même quand tu as passé l'école et que tu arrives dans le monde du travail, ça compte un peu moins à groupe d'école équivalent. C'est-à-dire, oui, c'est sûr, si t'as eu l'X, t'auras pas forcément les mêmes opportunités que si t'as eu les mines d'Albi, par exemple, tu vois, pour donner deux exemples. Par contre, tu vois, je pense qu'il y a tout un groupe d'écoles à peu près proche en termes de classement et de réputation. Quelque part, sauf les écoles très spécialisées, type comme tu parlais de l'ENAC pour faire contrôleur aérien ou pilote, là d'accord. Mais sinon, pour les écoles un peu plus généralistes, tu pourras de toute façon avoir les mêmes opportunités quoi que tu fasses. Donc ne pas non plus attacher trop d'importance à ça, même si voilà, c'est important, il faut choisir, mais avoir conscience que ça va pas déterminer les 40 ou 50 ans de carrière que tu auras ensuite. D'accord. Ouais. Et donc toi, Théo, t'as passé, heu, comment ça s'appelle? CCNP et Centrale et Oui, alors normalement j'avais les concours que j'ai passés à l'écrit. J'ai passé XENS, Centrale et Minpon. Alors XENS, j'étais pas admissible. Centrale, en fait Centrale, je m'étais inscrit pourtant à toutes les centrales, mais j'étais admissible à aucune centrale, même Marseille. Mais j'ai eu un gros écart de résultats entre Centrale et Minpon. C'est-à-dire que les écrits sont plutôt correctement passés à Minpon. Genre, j'avais les points d'admissibilité OK. Alors Centrale, c'était une catastrophe. Mais surtout, j'ai eu un peu de chance et j'ai réussi à pas trop mal gérer les oraux de Minpon qui comptent, je crois, pour 2/3 de la note finale. C'est-à-dire que pour Centrale, c'est moitié-moitié. Pour Minpon, c'est un tiers écrit, 2 tiers oraux. Donc en fait, même en n'ayant pas enfin, j'avais des points OK à l'écrit.
J'ai plutôt bien réussi les oraux à Lyon-Pont, donc ça m'a un peu fait monter par rapport à ce que j'aurais pu avoir sinon. Mais c'est tout ce que je fais. Moi, j'avais les ponts et enfin ce qu'il y avait en dessous, mais j'avais rien sur les autres banques d'école. Et j'avais pas passé CCP 3. Ah ouais, OK. Ouais, bon, faut vraiment faire attention par rapport aux vœux des écoles. Ça va dépendre notamment de ce que tu recherches pour l'avenir, de quel domaine tu vises. Je sais pas, faire un truc généraliste, tu sais, vise l'école spécialisée. Mmh. Ça peut dépendre la localisation que tu souhaites, si tu souhaites être dans une grande ville ou pas. Et ensuite, ça peut dépendre du classement. Il y en a beaucoup qui le font par rapport au classement. Parce que on va pas se mentir, il y a des écoles, il y a des entreprises aussi qui regardent les classements et des élèves aussi. Mmh. Et alors, aspect, je pense qu'on découvre un peu plus tard, vraiment, mais quand tu dis un peu plus tard, c'est post-diplôme, le réseau. Le réseau de l'école, tu pourrais t'amuser à choisir l'école en fonction du réseau. Donc, quand je dis le OK. réseau, c'est les anciens élèves, à quel point le réseau est étendu ou pas, combien il y a d'élèves il y a, dans quel domaine ils sont. Ça peut être un paramètre intéressant. Et là où Amine a tout à fait raison sur le réseau, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sous-estime au moment de choisir une école. Euh, Par contre, moi j'ai l'impression qu'en général, plus un réseau est étendu, moins il est soudé. Et plus tu as un réseau où tu as peu d'anciens, parce que c'est des promos plus petites, plus les gens seront prêts à t'aider. C'est-à-dire que pour simplifier, tu vois, si tu vas avoir une école avec des énormes promos où le réseau des anciens va être énorme, ça dilue aussi peut-être la cohésion qu'il peut y avoir et la volonté des gens que tu contacteras à t'aider. Alors que, tu vois, par exemple, au compte qui sont relativement des petites promos comme les mines, le réseau est moins grand, mais les gens sont un peu plus prêts à t'aider parce que ils ont été moins sollicités, ils sont moins sollicités en moyenne. Euh, et tu vois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si jamais tu reçois 10 fois par an une demande de quelqu'un de l'école que tu as faite, tu vas pas forcément la recevoir pareil que si c'est 100 fois par an. Tu vois. Oui. Et puis aussi, notre professeure de chimie, elle nous a dit de choisir vraiment quelque chose qui nous intéressait. Parce que, par exemple, sa fille, elle a pris, une école, aux mines et en fait, finalement, elle fait beaucoup de SI, de maths et ça lui correspond pas et ça lui plaît pas surtout et c'est vrai que parfois, vaut mieux choisir une petite école, ACCINPE3A qui te plaît vraiment qu'une grande école, à Minpont ou Centrale ou, l'ENSX, qui est, encore, très générale et surtout, c'est pas des sciences appliquées, quoi. Ça reste très dur et tout. Oui, tout à fait. Non, ça c'est ça. Ta prof a tout à fait raison. D'où l'importance des plaquettes alpha. Alors les plaquettes de présentation et les plaquettes alpha, c'est des documents qui te sont envoyés. Alors je sais plus, c'est pendant les oraux sûrement ou un peu après les oraux qui te sont envoyés. C'est les écoles qui t'envoient ça. Elles ont ton adresse. Je sais pas comment ils récupèrent tout ça, mais ils t'envoient des documents avec la présentation de l'école, des plaquettes de présentation de l'école, du cursus, des plaquettes aussi pour présenter les associations présentes sur le campus. Et ça peut aussi t'aider à faire le choix. Ça aussi, c'est un aspect non négligeable, la vie associative et le cursus. Tu t'en sais rien quand t'es en prépa. Tu sais même pas ce qui se passe en école d'ingénieur. Pour toi, t'as l'impression de refaire des sciences. Ouais, ou le bébé aussi. Ouais. Mais ouais, c'est une variable aussi importante, le cursus. Et là, les plaquettes alpha elles peuvent vraiment aider. Ou sinon, de contacter des anciens élèves de ta prépa qui sont dans cette école. D'où l'importance aussi d'aller Mmh. au forum. Je pense que aussi, quand tu vas au forum de ton école, au forum de ta prépa, tu vois les anciens élèves. Déjà, ça te donne une première pierre pour savoir quel concours tu veux passer, quel concours tu veux réussir et pourquoi. Mmh. Ouais. Alors je propose qu'on aborde le TIPE. J'ai l'impression que c'est quand même une variable importante des oraux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Et après, on passera au dernier conseil. OK. Alors, pour rappel, les TIPE, c'est les travaux d'initiative personnelle encadrés. Donc, c'est plus ou moins les analogues des TPE et des actuels, on va dire,
oraux du bac là, les fameux oraux du bac, je sais plus comment on dit ça, mais voilà, c'est des projets que tu as sur toute l'année, que tu développes en partenariat, enfin en tout cas en collaboration avec tes profs. Ça peut être aussi des fois avec d'autres entre eux-mêmes, En groupe. ouais, en groupe. Et ça peut être individuel comme en groupe, c'est très bien. Pour Et l'équivalent du bac, juste, c'est les ECE. il y en a un autre. Il y a maintenant, t'as un oral à présenter à la fin du bac. Oui, mais Parce que les aussi, ah c'est oui, plus je un vois ce que tu TP. veux dire. C'est plus analogue des TP. Oui. Et donc c'est un travail qui est fait tout au long de l'année sur des sciences. Ça peut mêler deux types de sciences ou un seul type. Et ça porte sur une thématique qui est fixée et que tu vas présenter. Alors la plupart du temps, le TIPE, alors, je dis pas la plupart du temps, mais si quand même, le TIPE tombe pendant la semaine de centrale. Ah, c'est vrai? La plupart du temps. Alors pour Et Théo c'est pas le cas parce qu'il a fait que les mines, mais quand les gens ont centrale mine, étrangement ça tombe plus sur centrale. mais tu veux dire pendant les oraux ou pendant les écrits? Pendant le non, c'est un oral, ça tombe pendant les oraux. OK. Et alors chose spécifique, et je pense que Théo ne me contredira pas là-dessus, c'est que en termes logistiques, le TIPE, c'est très demandant pour ce que c'est. Vraiment très très demandant. Tu veux dire pour faire le TIPE, pour le présenter Bah pour aller, enfin déjà pour se présenter et aller le présenter, c'est très demandant en termes d'énergie et d'effort. Ah, oui, effectivement. Enfin, tout dépend de là où tu vas en fait. Si t'as un oral dans Paris, ça va. T'as un oral en dehors de Paris, c'est pas dingue parce qu'en fait l'oral de TIPE, il a lieu dans Paris. Je crois que je sais plus dans quelle université c'est, mais c'est pas très loin de la Seine, pas très loin des bureaux de France Télévisions, dans ce coin-là de Paris. Mais en gros, voilà, si t'as de la chance, ta semaine elle est dans Paris, tu loges aux mines ou bien que t'es aux ENS, tu loges dans Paris, ça va. Si tu commences à être à Marne-la-Vallée ou bien à Palaiseau, il faut que tu viennes jusqu'à Paris avec ta convocation et tout, et après ensuite tu passes les TIPE et après tu retournes à Palaiseau parce que des fois ça peut être en milieu, des fois ça peut être à la fin, ça peut être un peu quand ça veut. Mmh. Et c'est ça qui est horrible pendant le TIPE, c'est que t'as quasiment le contrôle sur rien, pas sur les transports, pas non plus sur la présentation, parce que ils ont déjà ta présentation, elle est déjà envoyée. Normalement, elle est déjà censée être envoyée et t'as rien à projeter. Tu viens sans clé USB, c'est eux qui le projettent. Mmh. Et il y a le format aussi à respecter, il faut pas de son. Le jury est assez, pas dire compliqué, mais assez atypique parce que t'as un scientifique et un autre pas du tout, ou en tout cas qui est pas du même bord scientifique que l'autre personne qui s'y connaît. Et c'est ça l'enjeu du TPE, c'est expliquer quelque chose sur lequel tu as travaillé tout pendant une année, de manière à ce que la personne qui est le moins apte à comprendre puisse comprendre. En gros, tu t'adresses à celui qui connaît le moins. Oui. C'est un peu ça le TPE. C'est tu fais un travail très scientifique pour l'expliquer à quelqu'un qui est pas scientifique. Du coup, c'est juste un travail de vulgarisation, plus ou moins. Ouais, et puis après tu peux recevoir des questions, du jury qui s'y connaît très, très bien, très dures, quoi. Mm. Donc faut bien connaître son sujet aussi. Mm. Je sais pas si t'étais arrivé des trucs toi Théo pendant le TIPE un peu de marron, ou je sais pas, un truc qui t'avait marqué pendant le TIPE. Si peut-être, mais ça peut paraître évident, mais bien connaître aussi les aspects un peu autour de ce sujet, parce que tu peux avoir des questions, tu vois, je sais pas, mais par exemple, moi j'avais fait un TIPE sur le champagne et on m'avait demandé par exemple quels étaient les cépages qu'on trouve dans le champagne. Et c'est vrai qu'en fait, c'était une question que je m'étais pas posée parce que moi j'avais fait un pur sujet physique, chimie, enfin vraiment sur l'analyse du truc. Et je connaissais pas forcément les aspects un peu sympas autour du sujet. Et ça, c'est le genre de questions qu'on peut te poser, et ne serait-ce aussi que pour vérifier pourquoi tu t'intéresses à tel ou tel sujet. Donc, selon le sujet que tu choisis, aussi savoir quoi répondre si on te pose un peu des questions basiques de culture entre guillemets sur le sujet que tu as choisi. Mm.
Et autre fait marquant, ils peuvent être 3. Donc t'as toujours les 2 jurys, une troisième personne qui ne te notera pas parce que c'est juste le directeur du jury. C'est le chef de tous les jurys. Il juste des fois il passe dans une salle, et il reste pendant l'oral. D'accord. Mais il n'aura aucun impact sur ta note. Enfin, en tout cas, il est censé n'avoir aucun impact sur ta note. Et moi, ça m'est arrivé pendant mes 2 fois. À chaque fois, ils étaient 3. C'était horrible. À chaque fois, je me dis, mais c'est bon, il va pas rentrer dans ma salle. Et il rentre en 5 demi. Je suis en mode, oh là là, mais c'est quoi ce bordel là. Mais ouais, le TPE a pas négligé aussi. Ça compte, je crois. Surtout qu'il y a qu'une seule épreuve de TPE, contrairement aux cols de maths, aux euros de maths et de physique, etc. Pour le coup, il y a un seul TPE pour tous les concours. Et ça compte pas mal. Ça compte vraiment, ça compte énormément pour certaines écoles. Je crois que pour les centrales, ça compte bien aussi. Et alors pour XENS, à savoir qu'il n'y a pas les TPE, ils ont une épreuve qui s'appelle, je crois, c'est ACS ou ADS, analyse de documents scientifiques. Et en gros, ils doivent faire plus ou moins un TIPE en 1 heure. Quel enfer. En gros, ils ont un document scientifique et ils sont censés pouvoir faire une discussion autour de ça, poser des problématiques, essayer d'expliquer tout ça, avec des diagrammes, des transparents et tout. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué pour ça. Mais ça, c'est une épreuve totalement spécifique à l'X. D'accord. On va peut-être passer au conseil des oraux. Je sais pas si Théo, tu veux commencer peut-être? Oui, bien sûr. Après, j'en ai déjà donné un peu là au fur et à mesure. Mais moi, ce que j'avais noté peut-être en plus, c'est te dire aussi que une erreur que tu peux faire au début de l'oral ne sabote pas forcément tes chances. Moi, j'ai le souvenir de ça sur le TP, par exemple, où c'était ça, je pense, je m'en rappellerai encore un moment. C'était un truc d'oxydoréduction et j'avais totalement oublié une formule, ce qui m'empêchait en fait d'avancer. Et j'avais été un peu en panique pendant 15-20 minutes. Au final, j'ai jamais retrouvé la formule. Et à la fin, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. J'ai répondu aux questions du compte rendu de TP à la fin. Mais je pensais vraiment que ça allait être une catastrophe. Et je crois que je m'en suis sorti avec 15 ou 16. Ah ouais. Mais parce que je pense aussi que les examinateurs étaient contents de voir que je lâchais pas et que je continuais, que j'essayais de faire des trucs. Et je pense que oui, voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils ont aussi un peu valorisé ça. Et donc, voilà, te dire, je pense que c'est pareil pour tous les oraux. Si jamais tu t'as fait une petite boulette au début, te dire, bon, c'est difficile, mais je passe à autre chose, j'essaie de me battre. Et puis, ça peut aussi faire bonne impression de montrer que tu lâches pas. Donc ça, c'est le premier autre conseil que j'avais noté. Ensuite, c'est un peu ce dont on a discuté. Voilà, essayer de faire bonne impression et se dire aussi que c'est quand même possible de faire un petit peu illusion. Mais comme dans un entretien d'embauche plus tard d'ailleurs, c'est-à-dire que tu vas passer 45 minutes, 1 heure. Dans le fond, l'examinateur il te connaît pas, il t'a jamais vu, il sait pas quel est ton niveau. Euh, donc pour peu que tu renvoies une très très bonne image et que tu fasses pas d'erreur majeure sur l'exercice, tu peux arriver à très bien t'en sortir. Et c'est encore plus vrai sur le français et l'anglais, où avec un peu de bluff, je dis pas que c'est la solution magique. Il faut quand même que tu sois un minimum solide sur le fond, mais tu peux tout à fait arriver à faire une très bonne impression. Ouais, non, c'est tout à fait vrai. Bah, de toute façon, dans les épreuves d'anglais et de français, si t'as la méthodo, que t'as l'oral, l'impression, ça peut valoir énormément de points en plus. Ça, c'est juste vraiment la cerise sur le gâteau. Alors qu'à l'inverse, on va dire, tu présentes mal, tu parles avec un anglais un peu bancal et en plus, t'es moins bien sapé ou en tout cas, t'as un air un peu plus négligé. Bah, ça va être à ton détriment. Ça va vraiment jouer contre toi. Moi, les conseils que j'avais pour les oraux, alors ça, c'est encore plus des conseils organisationnels, mais c'est vrai qu'il faut être vif pour les oraux. Alors quand je dis vif, c'est pour l'organisation. Alors peut-être que pour toi, ça va pas trop jouer parce que tu vis en région parisienne. Mais oui, pour ceux qui savent pas, on se déplace à Paris. Donc si
vous êtes hors région parisienne, si vraiment vous vivez hors de l'Île-de-France, il y a des possibilités de réserver des chambres. Et des fois, il y en a pas toujours assez. Il y a pas assez de chambres pour 2 candidats et du coup, c'est vraiment la guerre. Il y a vraiment des gens qui se retrouvaient à dormir à 2 par chambre, de la même prépa ou sinon à louer une maison, si bien ou bien à dormir dans un hôtel. Mais pendant une semaine, ça fait cher. Ouais. Par rapport à ça, je rebondis. Faut savoir que en vrai, la prépa sur les 2 ans, les années de prépa où tu payes, c'est pas très cher. Tu payes la fac, quoi. Mais par contre, quand tu payes les concours que tu passes, les banques de concours que tu passes, ça peut coûter très très cher. Et pareil, comme tu dis, quand il faut se déplacer, en effet, pareil, ça peut coûter cher. Faut s'y prendre à l'avance pour avoir une réservation. Et voilà, faut vraiment prévoir de l'argent pour ceux qui doivent faire attention et tout. Ah oui. Ça à pas négliger, quoi. Bah, je crois que alors ça dépend, mais ça dépend combien de semaines tu passes, combien de semaines d'euros tu passes, mais le tarif, enfin en tout cas le montant pour les euros peut être plus élevé que celui que pour les écrits. Alors ça va dépendre, mais Mmh. il y a rien que par exemple nous on est à Nice, tu vas à Paris, et quand on te prévient à la dernière minute, tu prends pas le train. Ouais, Tu prends pas le train, l'avion. tu prends l'avion la plupart du Je temps. prends l'hélicoptère. Tu prends l'hélicoptère, tu prends le Non, jet mais là. ou sinon, faut avoir des contacts, sur région parisienne. Moi, je sais que j'ai un ami, qui m'a dit qu'il devait passer les écrits à Dijon, parce que pour ceux qui, c'est mieux de passer les écrits en Provence qu'en région parisienne. Et donc lui, il connaît personne. Il me dit que c'est trop cher, il a pas de quoi payer un appartement là-bas. Et donc il demande aux gens s'ils connaissent des gens pour se faire loger, quoi. Il n'a pas le choix. Bah, et ouais, il faut un peu s'appuyer sur le réseau familial. Moi, je sais que pour CCINP, il y a pas de logement fourni. Il y a aucun logement fourni. Mhm. Du coup, il faut vraiment par tes propres moyens. Et du coup, j'avais un ami qui avait pu avoir un logement, enfin, qui avait quelqu'un de sa famille qui avait un logement dans le 5e arrondissement. Et tout de suite, c'était plus facile, quoi. Mhm. Ouais, c'est sûr. C'était plus simple. Ouais. Et sinon, par rapport aux oraux de manière générale, ouais, pas parler aux autres candidats, rester focus et si possible, si t'as tes amis qui sont dans d'autres banques de concours, qui font d'autres oraux, ne pas hésiter à vous échanger les exercices. Mhm. Ça peut valoir le coup de comprendre parce que en vrai, les exercices, il n'y a pas un différent par élève, hein. Il peut y en avoir peut-être un différent, ils doivent peut-être avoir un paquet par semaine de concours, mais Ouais. après, sinon, pendant toute la semaine, c'est peut-être celui-là ou peut-être même pendant toutes les 4 semaines, c'est les mêmes jeux d'exercices qui tournent, hein. Mhm. Donc, il suffit que ton pote, il te l'envoie, ce soit celui-ci sur lequel tu tombes, mais t'es Gucci et tu es Gucci. Pour les repas, parce que voilà, si t'es loin de papa, maman, que t'as pas la possibilité de revenir chez toi et que du coup tu vis là-bas, c'est vrai que voilà, ça te donne un petit peu un avant-goût de ce que ça va être l'école où t'as ton logement, tu dois te faire ta bouffe, tu dois te préparer aussi aux euros. C'est vraiment une organisation, hein. C'est là tu vois que c'est la vraie vie. Alors qu'en prépa c'était, alors pas, ça dépend si tu vis tu vis chez papa maman en prépa, Oui, mais oui, il y en a qui sont en internat voilà. aussi, qui mangent matin, midi, soir à la Bah, cantine. déjà, ça, c'est plus simple. T'as un peu moins de choses à gérer, mais si t'es aux euros, que tu dois louer une chambre et que tu dois te chercher à bouffer, te faire à bouffer, ah bah là, et en plus passer les euros, mais là, il faut l'organisation titanesque, hein. Mhm. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, c'est Théo. sûr. Comment c'était pour toi? Toi, t'avais pas eu avoir un logement, non? Si, moi pour les euros, j'étais à la maison des mines et des ponts. Ah oui, ça c'était bien ça. Dans le 5e. Non, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était assez proche. Puis moi, surtout, j'ai passé tous mes euros, je les ai passés dans Paris. Parce que j'ai fait mes euros à Télécom, qui était dans le 14e. Et le TIP aussi, les TP aussi, donc c'était assez pratique. Ah ouais. Voilà, ça c'est un chanceux. C'est pas comme moi qui commence à toujours en zone de 14 000 de Paris là, avec les vaches, à taper des droites gauche. En plus, avec le Navigo, enfin, il faut pas aussi à l'abonnement Navigo, au transport, tout ça. Du coup, en vrai, ça chiffre Ouais. vite, hein. En plus, la vie parisienne, c'est pas fait pour tout le monde. Et Ah oui. voilà. Non, vraiment, faut prévoir de l'argent pour, hein, ça c'est sûr. Mm. Et, du coup, après les euros, t'as les résultats, hein.
t'as les résultats d'admission et plus d'admissibilité avec ton classement qui va te permettre de choisir ton école sur SCI. Et c'est là où tu vas pouvoir faire ton choix. Et ça, je pense, ce sera le thème d'un autre épisode de podcast sur la première école d'ingé et comment on l'a choisie. Et voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que peut-être vous avez... C'est quoi la différence entre admission et admissibilité? Ah, très bonne question. Peut-être Théo, si tu veux l'expliquer. Oui, en un mot, admissibilité, c'est les résultats que tu as après les écrits, et ça te dit quels oraux tu vas pouvoir passer. Et les oraux, c'est vraiment après l'étape qui détermine si tu es admis ou pas. Je te donne un exemple. Imagine, tu as une école, tu as 1000 candidats pour 100 places. Tu vas avoir les écrits, il va rester sur les 1500 candidats. Donc, tu en vires déjà 50%. Tu vas avoir ensuite les oraux, il va en rester plus que 100, les 100 places. Et donc, t'as encore mis une étape de sélection en plus. Donc, c'est ça la distinction, admissibilité, admission. Ouais, voilà. Et à savoir, voilà, que admissibilité, c'est jusqu'à quelle école tu peux avoir au maximum, auquel vraiment tu peux prétendre. Et admission, c'est pas forcément, tu peux avoir celle-ci, voire celles qui sont en dessous. C'est pas garanti que si tu es admissible à Central Paris, que tu sois admis à Central Paris. Donc, c'est ça tout le jeu. D'autres questions peut-être? Non, c'est bon, vous avez bien répondu. C'est bien répondu. On est en colle. C'est ça. Parfait. Je sais pas si vous avez un dernier mot, peut-être. Moi, non, c'est tout ben. Moi non plus, à part souhaiter bon courage à Nina et bonne chance. Merci, c'est gentil. Ouais, bon courage, hein. Ça va être, tu vas voir, ça va être le sport, hein. Ça va être kiffant, tu vas voir. J'ai pas hâte. En vrai, c'est bien parce que tu as le sentiment d'accomplissement, hein, c'est vraiment une grosse épreuve. C'est quand même un mastodonte dans les études françaises. Et se dire je les ai passés, c'est bien pour le moral, pour l'ego, ça fait du bien aussi. Ouais. Ok, si vous n'avez pas plus de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Nina d'avoir un petit peu partagé ses questions, ses doutes sur les concours en école d'ingé, aussi bien les oraux et les écrits. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Merci à Théo d'avoir répondu aux questions et d'avoir donné tous ces petits tips et d'avoir un petit peu fait un retour d'expérience, même si ça fait quelques années. Merci à tous les deux. Et quant à vous les auditeurs, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, abonnez-vous au podcast, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. C'était Nina, Théo et Rocha pour After School. À plus!